phase. Pour commencer, on se passe 5 minutes sur toi, sur ton parcours. Si tu expliquais un petit peu à tous ces gens qui tu es et surtout pourquoi est-ce que je disais un peu plus tôt que rien ne te prédestinait à devenir un CEO de start-up SaaS. Oui, en effet, donc j'ai commencé moi par la musique. Je suis un musicien depuis que j'ai 3 ans et j'ai fait des études au conservatoire. J'ai fait du hautbois, du piano, de la guitare, du chant. J'ai fait des études en musicologie et mon ambition c'était de devenir un compositeur. Et cette composition, je l'ai vécue jusqu'à l'âge de 22 ans. J'ai eu des groupes, j'ai fait pas mal de concerts, sauf que la réalité économique s'est vite rappelée à moi quand il a fallu remplir mon frigo. Et à travers mon parcours en musique, j'ai eu l'occasion de gratter un petit peu sur la tech parce que à travers mes compétences de geek, j'ai fait des sites web, j'ai fait de la MAO, j'ai fait du mixage et très vite je me suis rendu compte que j'aimais bien les ordinateurs et j'ai basculé ensuite dans une formation de développement web comme peut-être certains d'entre vous ont fait ou ont envie de faire et c'est comme ça que j'ai complètement remis en cause et en question ma trajectoire et mon parcours. Tu as fait ça où? Ta formation, tu l'as fait où? Alors j'ai fait le conservatoire de Limoges et j'ai fait ma formation en musicologie à Poitiers, où j'ai eu la chance de partager des moments extraordinaires. J'ai fait les découvertes du Printemps de Bourges, j'ai fait pas mal de dates, mais justement j'ai appris aussi pas mal de choses sur le management grâce à la musique, puisque en ayant des groupes, on se rend compte qu'on devient vite aussi un manager, et j'ai appris sur le tas, dans des salles de répète, à manager de l'humain, et aujourd'hui je m'en sers encore. Quand on préparait la conférence, on a parlé un peu de musique. Alors moi, je ne suis pas du tout musicien, mais l'idée, c'était, on a fait quelques parallèles, le côté chef d'orchestre ou même recrutement. Et j'ai adoré ce que tu as dit. Tu as dit, on a souvent tendance à recruter des gens comme nous. Il dit, mais imagine-toi un groupe de musique où tu as 15 guitaristes, 15 batteurs. Exactement. Je pense que dans la musique, on a la chance d'avoir une opportunité de rencontrer des personnalités très variées. Et en effet, ce qui fait la beauté d'un groupe, c'est la variété des instruments, des musiciens, des parcours. Et dans l'entrepreneuriat, j'ai eu à cœur de transposer ça, pour reprendre encore un mot qui vient de la musique. J'ai transposé ça en recrutant des personnes extrêmement variées. Et je pense que si vous venez faire un tour dans nos bureaux à Montpellier ou à Paris, vous vous rendrez compte qu'on a tout type de profil. On n'est pas une boîte de tech où tout le monde se ressemble et porte les mêmes t-shirts et les mêmes shorts. Et au contraire, on a vraiment une belle équipe qui est composée de talents extrêmement complémentaires. Et la musique est un élément important aussi, je crois, chez vous. Tu as même une salle non dédiée Oui, effectivement. Ça, c'est mon petit caprice. On a installé une salle de musique avec l'envie de créer un groupe dans l'entreprise qui nous sert de salle de pause. Alors, on fait pas du baby-foot, mais on fait autant de bruit qu'un baby-foot. et vous avez du coup un groupe en interne? On n'a pas encore vraiment de groupe en interne, on tourne plutôt à faire des buffs. Ok, voilà. Ça marche. Bon, et donc si on reprend le fil, on revient à ta formation. Après ta formation, donc tu trouves un job tout de suite? Effectivement, je travaille en agence web à la grande époque du full flash. Donc on fait des sites web. À la fin, on en fait quasiment un par semaine. C'est un peu l'usine. Mais c'est une expérience extrêmement fondatrice parce que je travaille dans une PME. On est 5. Je vois ce que c'est que d'avoir une boîte. Je vois les galères de financement. Je vois la galère de courir après les clients et vivre le service. Quand je dis service, c'est en opposition au travail d'éditeur. Les services d'un côté, l'éditeur de l'autre. Le service, c'est toujours devoir remplir son carnet de commandes, c'est toujours devoir répondre aux sollicitations de son client. Et ça m'a servi aussi pour me dire, ok, plus tard, je veux faire éditeur, je veux pas faire du service. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire à Acceptio un produit self-service, low touch, dont on parlera. Et après les sites web, je bascule dans le développement. Le développement, je bascule dans le product ownering. Là, je prends effectivement des responsabilités sur le projet d'un pure player e-commerce qui s'appelle Exaprint, qui est basé à Montpellier. Et là, tu es toujours en agence là? Là, je suis toujours en agence. Et en fait, je me fais débaucher par Exaprint à la fin de ma mission. Ton employeur devait être ravi? Ça s'est très bien passé. Ouais, okay. Franchement, ça s'est fait en bonne intelligence. C'est-à-dire que ça s'est fait d'ailleurs dans mon dos. C'est le patron d'Exaprint qui appelle le patron de mon agence en me disant « lui, je le veux ». Et il dit okay, « combien tu me payes ?» Du coup, ça a été un petit mercato. Mais j'ai eu l'opportunité à 26 ans de devenir le CTO d'une boîte de 100 personnes. Et ça a été une expérience extrêmement riche pendant 4 ans. 26 ans, tu finis tes études de musicologie à 22, tu fais ta formation et à 26 ans, tu te retrouves... Oui, ça a été clair. Ouais. Ça a été clair. Et d'ailleurs, rétrospectivement, ce qui me fait aller aussi vite,
c'est pas mes compétences techniques, c'est mes compétences de communication. Pourquoi? Parce que dans l'équipe de développement, voilà, c'est pas un jugement de valeur, mais dans la tech, on n'a pas forcément des profils très communicants. Or, la capacité à exprimer clairement ses idées et la capacité à les faire comprendre, saisir, à embarquer les gens derrière une vision, c'est quelque chose qui fait gravir très vite les échelons, parce qu'on se rend compte qu'on a la capacité d'aligner les enjeux du business et les enjeux de la prod. Et ça, c'est une compétence qui est rare, que j'ai développée notamment grâce à la musique auparavant, et que j'ai continué à développer et que je continue à développer encore aujourd'hui. Et donc là, on est chez Exaprint. On est chez Exaprint, pendant 4 ans, une expérience extraordinaire avec de l'internationalisation, des challenges technologiques, des challenges de recrutement. Je fais passer mes premiers entretiens d'embauche, je fais des fiches de poste, voilà, je découvre la vie d'un manager. Je me fais un jour convoquer dans le bureau du DG qui m'annonce que l'entreprise va être cédée, qu'il y a une proposition de rachat par le leader mondial, et donc que je vais devoir faire une due diligence en tant que CTO, aller pitcher la tech de la boîte à Boston. Et là, encore une fois, je change un petit peu d'échelle. C'est une chance incroyable pour moi, qui ai toujours rêvé d'États-Unis, mais qui n'y suis jamais allé jusqu'alors. Donc, je débarque à Boston. La vente se fait, et comme c'est le cas dans beaucoup de sessions, je me retrouve en fait avec certaines personnes de mon équipe à intégrer une division innovation. Sachez que quand vous êtes CTO et qu'on vous passe directeur R&D, c'est qu'en fait on vous met dans un placard. C'est comme ça que ça se passe dans l'industrie. Donc ça me laisse 6 mois pour réfléchir à ce que je veux faire, et je décide, je n'ai pas encore 30 ans, je me dis avant 30 ans je veux créer ma boîte. Et je profite de cette période pour réfléchir à ce que je veux faire, mais pas sur un aspect produit, pas sur l'aspect des idées de boîte, mais plutôt sur la façon dont je veux gérer la boîte. C'est-à-dire que quand on crée notre structure avec mes associés, on ne sait pas quel produit on va développer, mais on sait quelle boîte on veut faire. Tu sais quelle boîte et tu sais avec qui. Exactement. Parce qu'il y a un élément dont on avait parlé quand on a échangé pour préparer la conférence, c'est il y a le côté un peu choc des cultures aussi sur ce rachat avec Exaprint, et ton envie de monter quelque chose de différent, avec des valeurs différentes. Ce qui s'est passé, c'est que, ça je l'ai découvert un peu malgré moi, c'est que il y a une énorme culture du secret dans ce genre de boîte et à ce genre de stade de la vie de la boîte. Quand il y a une boîte cotée au Nasdaq qui fait un rachat sur une boîte, on ne peut pas se permettre de tout dire. Et moi, ce manque de transparence et ce manque de compréhension des enjeux m'a beaucoup choqué. Je n'avais pas la maturité à l'époque pour comprendre aussi que parfois c'est nécessaire, mais j'ai vraiment voulu m'inscrire en faux par rapport à ce que j'ai vécu, où en fait le management ne communiquait pas aux équipes, où on était un peu dans le flou. Et donc on s'est dit qu'on allait créer une entreprise où on allait partager absolument tout aux équipes. Même les moments les plus compliqués. Surtout les moments durs. Ouais. Parce que je pars du principe que les gens que je recrute, je leur fais confiance pour avoir les capacités intellectuelles et émotionnelles de gérer les moments forts comme les moments durs. C'est quelque chose qui s'est à de nombreuses reprises retourné contre nous. Pourquoi? Parce que quand ça va mal et qu'on embarque les équipes dans ça, déjà il y a des gens qui le vivent mal et qui stressent à la place des patrons et qui embarquent du stress et qui l'emmagasinent. Et puis aussi parfois ça déclenche des attitudes de sauveur, c'est-à-dire qu'on va prendre la casquette du voisin et oublier de faire sa propre mission, mais au final ça c'est des contreparties qui sont complètement négligeables par rapport à tout ce que ça permet de développer. Un sentiment d'appartenance extrêmement fort, une responsabilisation. C'est aussi un témoignage de confiance extrêmement fort, de partager aux équipes. Voilà, aujourd'hui, on partage tout, que ce soit la taille du sales pipe, que ce soit les conditions de levée de fonds, que ce soit les problèmes avec les concurrents ou avec des clients. Tout est partagé à l'occasion de weekly meetings qu'on fait tous les lundis, et l'intégralité de l'entreprise est embarquée là-dedans. Donc tu as l'équipe, vous avez la volonté de monter quelque chose, vous savez un peu les bases, les valeurs que vous voulez défendre, mais est-ce que tu savais déjà, quelle idée, comment est-ce que c'est venu cette idée d'Acceptio? Alors l'idée d'Acceptio est arrivée par accident, c'est-à-dire qu'on développait
on s'était arrêté sur un projet de gamification pour les sites e-commerce. On voulait créer un petit widget qui se charge sur les sites web et qui gamifie l'expérience d'achat en proposant des missions, des badges aux utilisateurs connectés. Et ces missions, on voulait les baser sur des données personnelles. Parce que voilà, si vous êtes un homme, une femme, un vieux, un jeune, on voulait adapter les règles et les récompenses qu'on allait donner. On s'est rendu compte qu'avec le RGPD, on allait avoir besoin d'un consentement pour utiliser. On est quelle année là? Là, on est 2017. Ok, et RGPD, juste pour situer. Le RGPD est voté déjà en 2016 et il entre en vigueur en 2018. Okay. Donc on est dans le money time. Okay. Et en assistant à une présentation sur le RGPD, dans l'incubateur dans lequel j'étais, l'équivalent d'H7 mais à Montpellier, je découvre que les entreprises vont devoir récolter une preuve de consentement, qu'ils vont devoir la stocker, qu'elle va devoir être auditable par un tiers, mais aussi horodatée, et avec voilà, toute une exigence technique derrière. Et je me dis, moi j'ai été CTO d'une grosse boîte, ça dans mon backlog, ça ne rentre pas. Donc, et ça ne rentre pas pourquoi? Parce que ça ne rentre pas parce que ce n'est pas un sujet qui est core business. Okay. C'est un sujet de compliance, c'est un sujet qui est ennuyeux au possible, parce que quand on développe des features, on n'a pas envie de s'embêter à stocker ça. Donc, on se dit, on va faire du consent as a service, et c'est là que naît Acceptio. Et plutôt sous la forme d'un side project. On reste à l'époque persuadé qu'on va développer notre logiciel de gamification. Et on prend le pari en fait, de se dire on va faire un side project, le consent as a service, pour se faire la main sur le SaaS et lancer un produit et voir ce que ça donne. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après un lancement sur Product Hunt plutôt réussi, on a nos premiers clients qui débarquent dans la semaine. Et quelques jours plus tard, on est contacté par les équipes de Facebook qui nous proposent d'intégrer le Startup Garage programme de Facebook à Station F pour suivre une accélération de 6 mois. Là, il y a un bon timing, si je me rappelle bien. Pourquoi Facebook te contacte? Alors, Facebook nous contacte parce qu'ils sortent de Cambridge Analytica. Ils ont eu un scandale énorme sur les données personnelles et ils cherchent à comment dire, redorer leur image en sponsorisant ou en aidant les entreprises dans la privacy à développer leurs services. Donc, on est le faire-valoir de Facebook et ça nous va très bien. Et grâce à ça, en fait, on intègre ce programme à Station F et on vit 6 mois extraordinaires. Et là, tu stoppes complètement, enfin vous stoppez complètement le produit initial, gamification. Ouais, on stoppe complètement le produit, on se dit on y reviendra plus tard. Bon, au final, on n'est toujours pas revenu, hein, mais ouais, on stoppe. Et donc 6 mois Station F dans le programme, qu'est-ce qui se passe en sortie de programme? Alors, c'est là où on va commencer à attaquer la phase un peu down. Ce qui se passe en sortant du programme, c'est qu'on est à 3 000 € d'MRR, qu'on est 5 personnes. Les comptes ne sont pas bons, hein, et par contre, on est contacté par toute une armée de VC. Donc les VC, c'est les venture capitalistes. C'est eux qui te contactent, c'est pas toi qui vas les voir. Oui, c'est eux qui me contactent parce que en fait, la machine à public relations de Facebook a fait son office. Tout le monde parle d'Acceptio dans le petit écosystème startup parisien. Et je me retrouve à être contacté et dragué par tout un tas de fonds d'investissement. Donc des fonds d'investissement en capital risque seed. Donc vraiment le type de VC qui intéresse les entrepreneurs à ce stade-là. Sauf que quand ils découvrent que je suis à 3 000 € d'MRR, ils me disent « Ah, c'est super, on adore votre équipe, on adore ce que vous faites, mais ouais, on se reparle quand vous serez à 10 000, 15 000. » Et au final, on se fait balader comme ça de semaine en semaine par des gens qui sont tous plus brillants les uns que les autres, plus charmants, plus beaux, plus tout ce qu'on veut. Et en fait, pour nous qui n'avions aucune culture de cet écosystème d'investissement venture, c'était extrêmement déstabilisant parce que c'est tellement rare de se faire draguer qu'on a l'impression d'être le centre du monde. Et on s'est retrouvé comme ça, entraîné dans une forme de levée de fonds malgré nous, qui au final n'a jamais abouti. Et ce qui s'est passé, c'est que le peu de cash qu'on avait encore dans la structure, avec ces quelques mois d'aller-retour à Paris et de jeux de séduction un peu foirés avec les VC, nous a fait complètement brûler notre cash. Et on s'est retrouvé à se poser la question de est-ce qu'on dépose le bilan. Et rétrospectivement, tu te dis que c'était une perte de temps, c'était un mauvais investissement? Alors... Attention, warning, biais du survivant, parce que en fait, oui, je me dis c'était génial parce que j'ai découvert tout un écosystème et je suis monté en compétences, mais ça aurait très bien pu être l'arrêt de mort pour la société. Donc je le recommande à personne d'aller jusqu'à cette extrémité-là. Il vaut mieux
Et moi, mon conseil sur le tour de financement, c'est que ce que j'ai appris, c'est que c'est à l'entrepreneur d'être aux commandes de sa ronde de financement. On ne peut pas subir une ronde de financement, ça n'a aucun sens. Si on n'est pas à l'origine et à l'initiative de la levée de fonds, ça ne peut pas aboutir dans des conditions qui sont saines. Donc rétrospectivement, moi ça m'a permis de progresser, enfin toute l'équipe ça nous a fait progresser, mais c'était un danger extrême. Parce qu'en plus c'est d'autant plus compliqué que dans une approche SaaS, tu sais que ta rentabilité va venir dans quelques temps. Tu as quand même besoin de cet argent pour pouvoir avancer. Mais si tu passes du temps à aller lever, tu ne passes pas du temps à te développer. Et c'est assez complexe, sans seed, sans financement, de pouvoir avancer sur du SaaS. Alors c'est du coup l'arbitrage que tu as fait. Ouais. Quand on s'est parlé, tu as employé en préparant cette conf, tu as employé des mots qui étaient assez forts. Tu as parlé de conviction, valeur, opportunisme, période de doute, remise en question, résilience. Alors résilience est un mot qu'on emploie beaucoup. Croyez-moi que dans la bouche de Romain, ça peut vraiment dire quelque chose. Persévérance, abnégation, risque de finir dans le fossé. Ouais. Donc des choses assez fortes. Et tu as, pendant cet échange, dit que tu aimerais qu'on fasse un peu de temps là-dessus, parce que tu trouves que c'est des sujets dont on ne parle pas assez. Effectivement, quand on a pensé à liquider l'entreprise, j'ai pris la décision d'aller faire de la prestation de service dans des boîtes à côté. Donc, pour rappel, dragué par Facebook, Station F, 6 mois extraordinaires, les Vessi t'appellent et d'un coup tu te dis attention, on va mourir. C'est ça, et donc là, ça nécessite de ravaler sa fierté et de faire preuve de beaucoup d'humilité en se disant, ok, en fait, j'ai plein de signaux positifs, mais rien qui se concrétise. En fait, je suis peut-être pas aussi beau que ce que je pense, et donc il est temps de se remettre en question et d'aller grinder. Donc, on a été grindé en faisant de la prestat de service. Donc j'ai fait CTO en résidence dans une entreprise de Web2Print à Montpellier. Je suis revenu un petit peu au basique et en l'espace d'un an, j'ai facturé un peu plus de 100 000 € que j'ai entièrement remis dans la structure. À cette époque-là, on ne se payait pas, hein, on était au chômage. Donc j'ai fait le choix de parier sur le succès du SaaS en remettant dans l'entreprise pour payer les salaires. À cette époque-là, on a quand même dû se séparer de 2 personnes, donc on a licencié. Ça a été une expérience extrêmement dure, mais à la fois qui nous a fait beaucoup progresser. Et après un an, en fait, ce qui se passait, c'est que je faisais 2 journées en une. J'ai fait une hernie discale qui a été opérée parce que le dos, à un moment, il tient plus. Quand on doit soutenir une boîte et en plus un client, on explose. Donc ça a été là encore une vraie période de doute et de remise en question parce que j'ai encore des gens qui se rappellent de moi et qui me disent « Ah oui, je me rappelle quand tu étais à 4 pattes dans les couloirs de l'incubateur et que tu essayais d'atteindre ta voiture pour rentrer. » Et parce que c'était ça en fait la réalité, c'est que j'étais vraiment à 4 pattes, quoi. Et au final, là, c'est le physique qui suivait plus. Ouais, le physique n'a pas suivi. D'ailleurs, j'attire votre attention là-dessus, hein, le job d'entrepreneur, c'est un job qui est extrêmement taxing sur le physique. Les cas d'alcoolisme, de tabagie, la somatisation, les cancers sont extrêmement importants chez les entrepreneurs et c'est un truc à prendre avec beaucoup de sérieux dès le début. Parce qu'en fait, le début, tout est beau, tout est rose, on passe son temps à prendre l'apéro le soir parce qu'on a eu une dure journée et au final on se retrouve à 3 ans ou 5 ou 4 ans plus tard à être complètement HS. Et c'est un ami à moi, Julien Petit, qui m'a dit un jour, tu sais, le job de CEO d'une start-up, c'est comme un athlète de haut niveau, c'est-à-dire que tu dois avoir une hygiène de vie impeccable. Et ça a été un conseil, donc je me permets de le repartager, mais j'y crois beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, pour faire face à ces périodes de down, il faut mettre toutes les chances de son côté et ça veut dire être extrêmement intransigeant sur la qualité de son sommeil, de son hygiène de vie pour faire en sorte d'avoir les ressources physiques pour relever les challenges. Quand est-ce qu'il faut s'arrêter ? Alors ça, c'est la grande question et là encore, j'attire votre attention sur le biais du survivant. Vous n'entendrez quasiment que des gens qui, entre guillemets, ont surmonté les épreuves parler, donc vous n'entendez pas tous ceux qui n'y sont pas arrivés. Nous, on s'est toujours dit que la limite, c'était l'endettement personnel. C'est-à-dire qu'on refusait de s'endetter personnellement pour faire survivre une boîte qui ne le mérite pas. Si la boîte qu'on crée
avec la somme de notre travail en faisant de la presta, etc., on n'arrive pas à la rendre viable, aucune raison d'aller s'endetter personnellement pour remplir un panier percé. Donc ça a été ça pour nous la limite, on ne l'a jamais atteint, on n'a jamais eu besoin de s'endetter personnellement auprès de banques pour se porter caution ou autre. Et je pense que ça a été une décision qui a été la bonne, puisque en fait, ça nous a apporté une tranquillité d'esprit nécessaire pour aborder les choses avec positivité. Donc tu facturais à l'extérieur, tu remettais dans la boîte, tout le monde réussissait à se payer à peu près, à sortir un petit salaire. Il y a eu un moment donné où vous vous êtes dit, faut peut-être qu'on arrête ? Non, parce qu'en fait, quand ça a commencé à vraiment prendre, et c'est là où le business model du SaaS qui est recurring, où les abonnements compoundent mois après mois, c'est là où le business model a beaucoup de sens, c'est qu'on sent le moment où la croissance va nous permettre de faire le projet qu'on a envie de faire. Et donc ça, c'est 2021. 2021, on a prêché dans le désert pendant près d'1 an et demi avec notre produit. Et au final, le marché se réveille et commence à nous installer de plus en plus. Il y a quelques coups malins qu'on fait, notamment le fait de pivoter vers de la vente indirecte avec des agences web. Il y a quelques coups clients aussi qui nous permettent de gagner en visibilité, en notoriété. Et au final, je mets un terme à la mission de Presta. Je reviens aux manettes de la boîte à 100% et avec mes associés, on se dit ok, c'est maintenant qu'on veut lever des fonds. Et là, on est à combien en MRR là ? Là, on est à 40 000 euros d'MRR. Donc quand tu t'en vas, vous êtes à 3 000, tu passes 1 an à faire 2 boulots en même temps. On est à 40 000. Donc 40 000 de MRR, ça veut dire tous les mois, l'entreprise facture des abonnements à hauteur de 40 000 euros. Et là, les fonds ? Et donc là, on se dit on va lever des fonds. Et on travaille dans une réflexion de si on veut lever des fonds, il faut qu'on aille chercher des fonds avec les meilleurs investisseurs pour nous. Là encore, un gros effort et un gros conseil que je vous donne, c'est de faire votre due diligence sur les fonds d'investissement avec lesquels vous voulez bosser. Beaucoup d'entrepreneurs, notamment en région, vont avoir accès à un réseau d'investisseurs locaux qui n'ont ni l'expérience ni les capacités pour vous envoyer à l'international ou vous envoyer sur l'échelle. Et un investisseur, il va faire sa due diligence sur vous. C'est-à-dire que si vous avez votre boîte et que vous commencez à lever des fonds, vous allez partager une somme d'informations considérable et vous ouvrir les comptes de la société, votre historique, etc., pour que l'investisseur se fasse une conviction. Eh bien, moi, je suis un fervent défenseur de l'idée que ça doit marcher aussi dans l'autre sens. Et il faut savoir, il faut comprendre quelles sont les boutiques que vous avez en face de vous pour choisir celle qui pourra s'accorder le mieux avec la trajectoire que vous avez envie d'avoir. Et c'est pour ça qu'on a bossé avec Isaïe, qui est notre lead investor, qui est un fonds dans le top 5 français, qui est un fonds venture qui a des réputations d'être un fonds très entrepreneur-friendly, mais aussi très exigeant. On a bossé avec OVNI, qui est un fonds qui est nouveau, porté sur la croissance internationale et l'expansion aux US. On a bossé avec Evolem, qui est un fonds de Lyon, qui est partenaire de cet événement. Et Evolem, c'est une boutique qui a des vraies valeurs et qui était alignée avec nous. Donc ça, c'est effectivement le travail qu'on a pu faire, de choisir les gens avec qui on voulait lever. Et on a closé la levée de fonds. On est passé d'ailleurs, au moment où on a closé, on passait la barre des 80 000 euros d'MRR, ce qui veut dire 1 million d'ARR, c'est vraiment le seuil psychologique. Et donc on a été dans des conditions de levée qui étaient excellentes. Et au final, la levée, elle s'est faite en 2 mois. Ça a été un franc succès et ça nous a permis de retrouver la niaque. Bon, il nous reste 4 minutes, on va peut-être déborder de quelques secondes, mais on va passer un petit peu de temps du coup sur Acceptio et sur ton rôle de CEO. Dans les échanges qu'on a pu avoir, un des trucs que tu as dit, c'est que ton rôle a beaucoup évolué depuis la création d'Acceptio, du tout départ où tu étais développeur, à aujourd'hui où tu es plutôt excuse-moi le mot, mais le côté un peu thought leadership sur la partie consent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette partie-là ? Effectivement, ce qu'on s'est dit avant, et je le répète souvent, le grand intérêt du rôle de CEO d'une start-up tech,
c'est la capacité à changer de métier tous les 6 mois. Parce que si la croissance est au rendez-vous, que ce soit la croissance des équipes, la croissance du chiffre d'affaires, l'expansion géographique, on est obligé de se doter de nouvelles compétences. Effectivement, je suis passé d'un rôle de lead développeur, où j'ai codé 80% de la plateforme, à un rôle de marketeur, parce qu'à un moment, il faut travailler sur le branding, il faut travailler sur la marque, les messages, à un rôle de sales, parce que quand il s'agit d'aller pitcher, par exemple à KPMG ou à des grosses boîtes comme ça, ben, c'est le CEO qui y va. Et puis ensuite, effectivement, le passage vers la personnalité publique, où je participe à des conférences et je parle de ce que je fais. J'essaye de tenir une ligne, une vision stratégique de ce que doit être mon produit et ma boîte, et quel est son impact à venir sur le monde. Et ça, en fait, je dirais qu'il y a un fil conducteur. C'est le langage, c'est la communication. J'en ai parlé tout à l'heure, mais en fait, entre un développeur, un manager, un sales et une personnalité publique, le point commun, c'est qu'à chaque fois, il faut savoir s'exprimer. Et la capacité à comprendre ce dont on parle, ce qui s'énonce bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Cette phrase-là, elle est clé. Si vous maîtrisez le sujet dont vous parlez, vous avez la capacité de le communiquer à d'autres. Et le communiquer à d'autres, ça permet de recruter des gens qui sont alignés avec vous, de convaincre des clients qui vont vous filer du cash, de convaincre des investisseurs qui vont aussi vous filer du cash, de convaincre des utilisateurs qui vont utiliser vos services. Et c'est le plus important aujourd'hui, c'est la capacité à articuler sa pensée de manière claire pour la transmettre. À l'ère des chats GPT et autres logiciels de GenAI, attention à ne pas s'abandonner dans ces outils de rédaction automatique et à laisser la machine penser pour nous. C'est vraiment le plus important aujourd'hui, c'est d'être en contrôle sur tout ça. Et donc, selon toi, la qualité première d'un CEO, c'est ce côté communication, justement ? Je le pense. Il y a le côté communication et puis il y a le côté conviction, parce qu'en fait, si la communication elle est à géométrie variable et qu'elle sert juste à aller dans le sens du vent, je pense que c'est pas une communication qui est saine. Je vais reprendre une image musicale. En musique, il y a un terme qu'on appelle le rubato, c'est un terme italien. Le rubato, il a été théorisé par Frédéric Chopin, le compositeur franco-polonais célèbre. Et il disait le rubato, c'est comme ce grand chêne qui est dans la cour, c'est-à-dire qu'il y a un tronc qui est solide, mais les branches et les feuilles se déplacent avec le vent. Et ben, la conjonction entre vision, conviction et communication, c'est ce rubato. C'est-à-dire qu'on doit avoir une colonne vertébrale et une vision qui est ancrée dans le sol et qui est extrêmement claire et sur laquelle on ne transige jamais. Mais par contre, pour y arriver, on est capable de communiquer clairement ses idées et d'adapter en fonction de son public, de son audience, pour trouver la meilleure façon d'atteindre son but. Bon, écoute, je trouve que c'est une belle façon de terminer. On vient d'arriver à 0, donc le temps s'est écoulé. Je trouve que c'est une belle façon de conclure cette conférence. Merci à tous. Merci Romain, merci beaucoup. Beaucoup.